Ce mardi, devant la cour d'assises du Pas-de-Calais, la terrifiante affaire d'Outreau, 17 adultes, dont 6 femmes et quelques notables, comparaissent pour viol en réunion sur 18 enfants. À première vue, c'est un procès ordinaire de cour d'assises. Mais à l'intérieur de la salle d'audience, c'est l'horreur. Dans le regard des juges et des jurés, le malaise est visible à la lecture des monstruosités sexuelles infligées aux enfants. Faute de place, les accusés ne sont pas dans un box comme d'habitude, ils sont disséminés dans la salle parmi leurs avocats, comme si l'on cherchait à diluer l'horreur. Ce dossier qui a été présenté comme le plus sordide que la France ait eu à connaître. Et donc tout le monde vient pour voir ces notables pédophiles, pour voir ces miséreux et ces pauvres qui ont vendu leurs enfants. Faudrait la peine de mort! Moi je les traînerai, moi, sur la place! La cour attend avec impatience le témoignage des enfants. Ils diront avec leurs mots ce qu'ils ont vécu. Les enfants sont précis, les enfants sont clairs et les enfants ne se contredisent pas. Ces enfants sont à la fois des victimes de faits gravissimes et en même temps, ils racontent des balivernes. Peut-on demander à des enfants d'être cohérents quand les adultes ne le sont pas eux-mêmes? On a sacralisé la parole de l'enfant et on a vu que cela conduit à une catastrophe judiciaire. La parole des enfants, soyons très prudents, les enfants mentent aussi. Justice. Si elle a fait des erreurs, doit payer elle-même et cher. Il est seul face à des millions de perdus rivés aux écrans des télévisions qui retransmettent en direct ses déclarations. Le juge Fabrice Burgot, il est le responsable désigné du fiasco judiciaire d'Outreau. J'estime avoir effectué honnêtement mon travail, sans aucun parti pris d'aucune sorte. Lorsqu'on a en jeu la protection des enfants, c'est quelque chose lourd de conséquences. Comment cette affaire, qui pour certains était si simple, a pu devenir une affaire d'État? Comment pouvait-on savoir qui mentait et à quel moment? Qui disait la vérité et à quel moment? Moi, je pense que la justice, c'est un jeu dangereux. La justice, ça fait peur. Moi, ça m'a fait peur souvent et ça m'a fait peur longtemps. Et surtout, le spectre de l'erreur judiciaire. Je m'appelle Fabrice Burgot, j'ai été juge d'instruction à l'époque de l'affaire d'Outreau. J'ai choisi à la sortie d'école le poste de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. J'étais enthousiaste à la sortie de l'école de pouvoir prendre des fonctions puisque la formation est relativement longue et donc c'est avec une certaine impatience qu'on prend notre premier poste. Dans cette juridiction de Boulogne-sur-Mer, on a une petite délinquance, des petits trafics de stupéfiants et autres. Il y avait beaucoup d'affaires de nature sexuelle, des viols, des agressions sexuelles. Beaucoup d'affaires concernant des mineurs, que ce soit le beau-père, le père. On avait beaucoup d'affaires comme ça qui concernaient de jeunes enfants. Et là, c'était à Outreau. Une banlieue périphérique à Boulogne-sur-Mer et qui faisait assez peu parler d'elle en réalité. Outreau, c'est à côté de la mer, sauf qu'on ne la voit jamais. C'est une petite ville dans la banlieue de Boulogne-sur-Mer. La Tour du Renard en est un quartier, une ancienne cité ouvrière. Les immeubles portent tous des noms d'oiseaux, les merles, les mésanges, les fauvettes.
Ce qui m'attirait dans le métier de juge d'instruction, vraiment, c'est ce sentiment d'être utile aux autres, d'être utile dans la recherche de la vérité. Puis intellectuellement aussi, de se remettre en question. Et de pouvoir vraiment approfondir les choses. En recevant le dossier dit d'Outreau, j'ai découvert les premières déclarations des 4 enfants qui avaient été entendus par les services de police. C'était une affaire qui était assez proche des affaires qu'on pouvait connaître habituellement, c'est-à-dire de 2 parents qui potentiellement avaient pu abuser de leurs enfants. Je m'appelle Jonathan Delay, j'ai 27 ans et je suis une des victimes reconnues dans l'affaire d'Outreau. À l'époque, moi j'avais 5 ans, mon petit frère devait avoir 2 ans et mes frères aînés avaient 6 ans et 8 ans. Cet appartement de la Tour du Renard, c'était le numéro 20, au 5e étage. Quand on passait la porte, il y avait un couloir. Et après, on entrait dans le salon. Alors, dans le salon, il y avait l'armoire, où il y avait des crânes. La collection de crânes de mon père. Mon père, pour moi, c'est un malade. Il avait l'habitude d'arracher les lattes du lit pour nous frapper avec. Il collectionnait des cassettes pornographiques. Il y a toujours quelque chose qui tournait. Ouais. Parfois avec le son, parfois sans le son. Il y avait toujours quelque chose. Même la nuit, on n'était pas tranquille. Il avait une espèce de grande cape noire avec un masque blanc, donc le masque de Scream. Il rentrait dans la chambre et il hurlait dans la piole. Donc pour nous réveiller, pour nous faire peur. Quand ça lui prenait comme ça. Ma mère, quand elle n'était pas avec mon père, elle était différente. Ce qui nous a permis d'avoir des moments plus joyeux. Mais là, je pense que la seule chose qu'elle a faite de bien, c'est le 25 février, quand elle a téléphoné aux services sociaux. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'elle ait pu faire dans sa vie. Quand j'arrive à la famille d'accueil, il me propose tout bêtement de regarder une cassette, un dessin animé. Je lui ai demandé si elle avait des cassettes X. Et là, elle m'a demandé pardon. Et par son visage, j'ai pris peur et je suis parti. Donc ils m'ont expliqué que voilà, si j'avais des choses à raconter, que je pouvais le faire, que de toute façon aujourd'hui j'étais en sécurité et qu'il ne m'arriverait plus jamais rien. Et à partir de ce moment-là, c'était parti. Madame, assistante maternelle de Jonathan, nous contacte ce jour suite à de nouvelles révélations de Jonathan. Papa mettait le zizi dans mes fesses, cela faisait mal parce que papa avait un gros zizi. Il le faisait à aussi parce qu'il avait de grosses fesses, mais pas à
Alors le même jour, voilà ce qu'il va ajouter. On lui pose une question sur l'endroit où cela se passait. Et il répond « ou dans la chambre de ma mère et mon père, ou dans nos chambres à nous ». Maman, elle a filmé papa en train de nous faire ça. Moi, je l'ai vu dans le petit carré. L'enfant parlait tout bas, sans nous regarder, très gêné. Les mots venaient difficilement. Il a souhaité faire des dessins pour expliquer ce qui se passait. Papa venait dans la chambre, il mettait des ongles de sorcière et des habits de loup et il me touchait. Ce qui nous avait frappé à l'époque, c'était le caractère un peu spontané des déclarations des enfants, mais aussi leur réticence à parler. On sentait qu'il y avait derrière une souffrance et une difficulté aussi à s'exprimer. Quand on entre dans la magistrature, on n'imagine pas on n'imagine pas des faits aussi graves que ceux auxquels on est confronté. À partir de là, mon rôle était de rechercher la vérité, ce qui s'était passé. Interroger utilement les enfants, c'est quelque chose de très particulier. Et parfois, les mots qu'ils utilisent ne sont pas les mots qu'utilisera un adulte. La difficulté d'instruire ce genre d'affaires, c'est qu'on a en général la parole des enfants et que parole contre parole, c'est très difficile. Il y a des enfants qui en rajoutent pour qu'on les croie. C'est pas linéaire, un propos d'enfant. C'est des enfants pour lesquels la sexualité est intervenue à un moment qui n'est pas le bon dans leur construction psychologique. On doit pouvoir recueillir la parole de l'enfant dans de bonnes conditions, pouvoir diligenter un certain nombre d'expertises qui permettent de conforter ou d'infirmer ce que peuvent dire les victimes. J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir procéder aux opérations et répondre aux questions suivantes. Dire si l'enfant possède des traits de personnalité d'une personne mythomane. Quelle est la perception de la réalité par le mineur? Le sujet a-t-il des tendances pathologiques à la fabulation? Quels sont les rapports du mineur à la sexualité? Quels sont ses rapports à la violence et à la mort? Quand Fabrice Burgaud m'a missionné, j'avais ce jeune magistrat au bout du fil et je me suis dit, mais quel courage! Je ne vais pas laisser ce magistrat seul, j'accepte. Le juge Burgaud pose la question de crédibilité comme dans toutes les expertises de l'époque. Et la crédibilité renvoyait à est-ce que l'enfant, effectivement, ne raconte pas ou n'affabule pas, ou c'était quelquefois sous cette forme-là. Est-ce qu'il a bien vécu ce qu'il dit avoir vécu? Et quand j'ai reçu les premiers enfants, alors que je reçois une centaine d'enfants tous les mois, depuis plus de 30 ans, j'ai été comme tout le monde choquée. Parce que ce que disent les enfants, c'est abominable. Une perquisition a eu lieu. On avait fait établir un album photographique de l'appartement. Sur les éléments de la perquisition qui avaient été placés sous scellé, on avait de nombreuses cassettes pornographiques, plus de 160 de mémoire, des godemichés en nombre, dans une mallette. Il y avait une dizaine de crânes humains dans une armoire. Et en demandant les antécédents judiciaires tirés de lait, j'ai découvert qu'il avait été condamné en 1993 pour violation de sépulture et exhibition de crânes humains.